La bataille de Tchernobyl, ce sera juste après la série événement Tchernobyl, alors que certains ont déjà vu sur les plateformes. C'est pour moi l'une des meilleures séries de ces dernières années qui raconte ce qui s'est passé à Tchernobyl. Vous êtes allé à Tchernobyl, vous êtes un spécialiste de ce qui s'est passé là-bas. Vous y êtes retourné à de nombreuses reprises. Votre documentaire a remporté de très nombreux prix. Il a été réalisé en 2006, mais il est tout à fait saisissant. On va avec Gorbatchev en interview. Avec Gorbatchev en interview, c'est la première fois qu'il parlait, qu'il s'exprimait depuis ce qui s'était passé en avril 86, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Gilles, la question du jour, alors c'est pas une catastrophe nucléaire. Presque, c'est l'arrivée de Christophe de Chavannes sur C8, vous voyez, hein, c'est une question média. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas posé une question média. Sur le compte Twitter de Sud Radio, on vous a demandé si l'arrivée de Chavannes pour présenter Apprendre ou à laisser, vous savez, le jeu des petites boîtes sur C8, c'était une bonne idée, une mauvaise idée ou pas d'opinion. Eh ben, pas d'opinion est majoritaire à 47%, mauvaise idée 28%, bonne idée 25%. On a Klaus Schwabs qui nous dit on recycle les vieux fossiles du PAF. C'est vrai que C8 est un peu connu pour un peu... vous y irez dans 20 ans. Voilà, merci. Les vieux fossiles, merci. Et puis, j'ai oublié de préciser qu'on attendait Galia Ackerman, docteur en histoire, grande spécialiste de la Russie et spécialiste évidemment de Tchernobyl et qui est dans les bouchons. Et oui, les embouteillages ont repris. À Paris. Absolument. Alors, le zapping, Gilles. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Avec nos deux invités, j'ai mis un peu de géopolitique. Évidemment, c'est la visite présidentielle au Rwanda qui fait l'actualité média. Il faut dire que la France et François Mitterrand ont laissé faire ce génocide, comme le rappelait BFM ce matin. Près d'1 million de morts en 3 mois, des victimes Tutsis assassinées par des miliciens Hutus. Le dernier génocide du XXe siècle commence le 7 avril 1994. L'organisation du génocide a en fait été planifiée bien en amont par les franges radicales du gouvernement rwandais, soutenues par la France. Selon un rapport commandé par Emmanuel Macron récemment, l'État français savait parfaitement ce qui se préparait alors au Rwanda. La France a des responsabilités lourdes, accablantes, dans le processus qui a mené au génocide. Dans les médias, c'est aussi l'agression choquante de Jean-Claude Girard, vous savez Valérie, le maire de ce petit village de Houge. Et justement, que ce soit un petit village, pour Jacqueline Eustache, sénatrice et conseillère municipale, elle s'en est inquiétée sur CNews. Moi, je suis très inquiète pour l'avenir de notre démocratie. Je suis très inquiète. Quand on voit là où ça s'est passé, ça s'est pas passé dans un département compliqué. Ça s'est passé dans un petit ville. On se dit qu'il y a plein d'élus qui vont... Le maire d'Ouge, comme le médecin, connaît comme le médecin. Tout le monde. Voilà. On se dit qu'on est dans une société très violente, pour lequel on n'a pas vraiment de solution, et il arrivera un moment où les élus vont jeter l'éponge, comme le médecin a jeté l'éponge. Donc c'est ça notre inquiétude. Comment faire pour c'est ça notre inquiétude. J'imagine que vous, avec vos débatteurs à 10h45, on en a parlé hier déjà. Vous allez revenir sur la violence dans les villages. Restons sur CNews où Pascal Praud était révolté du fait que le procès de Bernard Tapie n'ait pas été reporté malgré la résurgence de son cancer. Bernard Tapie, je l'ai eu il y a 5 minutes. Il a demandé un report parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, des mois. Il y a 2 nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite. Donc il a assisté à la première semaine du procès, et la deuxième semaine, effectivement, il veut sauver sa peau. J'imagine aussi que vous en parlerez avec vos débatteurs. Valérie, est-ce que vous connaissez sur TFX Maman est célèbre, non ? Maman est célèbre. Vous voyez des influenceurs de la télé-réalité élever leur enfant. Ah oui, ça c'est le deuxième après. Donc ils ont eu des enfants, les gens de la télé-réalité. Alors aujourd'hui, on fête plus l'âge des bébés. Hein. Ça c'est fini. On fête leurs followers. Bon anniversaire, bébé. Non. Hello les garçons. Regarde Milo. Waouh, c'est les 50K. 50K. Parce que sur les réseaux sociaux, ton compte fan, il a 50 000 followers. Attends. C'est les 50K de bébé Milo. Et oui, l'Instagram. On aurait dû. Bref. L'Instagram de ce bébé qui a donc 10 mois à 50 000 followers sur Instagram. Il a 10 mois.
J'ai été donc voir vos followers à vous. Vous en avez 1131. Vous êtes battu par un bébé. Plus que ça. Ah bon, j'ai vu 1131 sur Instagram. Je m'en fous. Vous n'avez pas honte d'être battu par un bébé de 11 mois? Pas du tout, je suis très fière. Et puis évidemment, Valérie, hier dans Quotidien, et je l'ai choisi évidemment par rapport à nos invités, hier dans Quotidien, ils sont revenus sur la Biélorussie, ce qui se passe en ce moment en Biélorussie, avec le témoignage d'un jeune journaliste biélorusse, Andrei Ivatkovitch. Jusque-là, c'était un dictateur lambda qui fraudait les élections, mais depuis l'élection de 9 août dernier, c'est quelqu'un qui réprime, qui mène la répression sans précédent. Aujourd'hui, on a 400 prisonniers politiques, on a 7 morts, on a 2000 cas de torture avérés, et tout ce qui s'est passé il y a quelques jours, voilà, c'était un choc même pour nous qui connaissent bien ce pays. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très dangereux, c'est une menace vraiment pour l'Europe, pour la sécurité européenne. On peut demander à Galia si... Galia Ackerman nous a rejoint, docteur en histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse associée à l'Université de Caen. Vous vivez en France depuis 1984, vous êtes évidemment une grande spécialiste de la Russie, de Tchernobyl en particulier. Peut-être un commentaire justement sur ce qui s'est passé, cet avion... intercepté. Écoutez, pour moi, c'est un cas de piratage aérien. Il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que cette action a été certainement coordonnée avec les Russes, parce que faire survoler donc l'espace à proximité de la Lituanie, à la frontière pratiquement, vous rapprocher par un avion. Par un avion. Non, faut vous approcher du micro. Oui, par un avion. Par un avion militaire. À proximité d'un pays de l'OTAN, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, je pense que ça a été bien coordonné avec les services russes. D'ailleurs, les officiels russes tiennent pour valide cette histoire inventée de toutes pièces d'un coup de fil de Hamas, que Hamas même nie. Et dit que Biélorussie est un pays rétrograde qui n'a pas compris qu'à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, des mensonges pareils ne marchent pas. Ne peuvent pas marcher. Donc ça c'est quelque chose de nouveau dans la répression. Après des empoisonnements, maintenant c'est une tentative d'intimider l'opposition en faisant pratiquement valoir que n'importe qui, en plus, peut être kidnappé. Donc c'est quelque chose pour moi d'extrêmement grave. Oui. Vous avez prononcé le mot de mensonge. Mensonge, évidemment, c'est ce qui peut caractériser aussi Tchernobyl. Je rappelle que ce soir, la série formidable, vraiment, je le redis encore une fois, j'ai des auditeurs qui me disent ça va être anxiogène. Non, c'est pas anxiogène. Non. C'est au contraire. Franchement, il faut regarder. On est dans les coulisses de tout ce qui s'est passé. De tout ce qui s'est passé quand cette centrale de Tchernobyl, dans la nuit du 25 au 26 avril 86, a explosé. Donc mini-série absolument remarquable, suivie du documentaire de Thomas Johnson, La bataille de Tchernobyl. Vous y êtes, vous, retourné, madame ? Je suis retournée au moins à 20 reprises. J'ai très régulièrement visité toute cette zone interdite, on peut dire, tout simplement parce qu'elle est derrière les barbelés et en principe l'accès y est très réglementé. Donc j'y étais peut-être une vingtaine de fois je pense que j'ai commencé en 2003 et la dernière fois que j'y suis allée c'était 2017. Comment vous avez vu cette série? Vous l'avez trouvée réaliste? Je l'ai trouvée absolument extraordinaire. Je l'ai vue à sa sortie par HBO. Et je sais que, bien sûr, c'est un docu-fiction. Et donc, en tant que tel, il y a bien sûr des condensés, on peut dire. On ne peut pas suivre complètement le déroulement, mais je crois que Craig Mazin, donc le réalisateur, aussi auteur du scénario, il a fait un travail de documentation tout à fait extraordinaire et beaucoup de Russes disent, même beaucoup de Russes et Biélorusses et Ukrainiens qui l'ont vu, disent que l'esprit de l'époque, même les habits, les petits détails ont été soignés et étaient très justes. Donc c'est absolument à voir. Au début, Thomas, c'est juste un scientifique, enfin pas un scientifique, mais un technicien un peu fou qui va augmenter la puissance alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Ça part de là presque. Ça
part pas tout à fait de là, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'ils étaient en train de faire un test sur sur la centrale nucléaire et sur le réacteur qui n'aurait pas dû être fait. Donc, la plupart des centrales nucléaires en Union soviétique avaient refusé de le faire. Ouais. Tchernobyl avait accepté, le directeur de Tchernobyl avait accepté, et c'était un test qui était à la limite, qui était dangereux vu les conditions techniques. On a voulu pousser un peu plus la centrale. On n'a pas voulu pousser un peu plus, on a voulu tester un système de sécurité et au moment de l'arrêt. Voilà, ouais, c'est une phase de contrôle. C'est une phase de contrôle, c'était pour voir quels étaient les coefficients, parce qu'il y avait un marché international entre les réacteurs américains et les réacteurs soviétiques. D'accord. Et les soviétiques voulaient prouver qu'ils avaient sous contrôle, ils connaissaient leurs coefficients, etc., etc. Et donc il fallait qu'ils fassent ce test. Ah, c'était juste ça. Ouais. C'était juste ça. Bon, c'était un grand marché quand même. Hein. On est en train de parler du marché international des centrales nucléaires. Galia Ackerman, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Cette série me pointe du doigt aussi toute j'ai envie de dire le totalitarisme du communisme de l'époque, et cette espèce d'aveuglement et enfin alors il n'y a pas que nous, hein, vous le direz Thomas Johnson, mais c'est quand même l'expression même de ce qu'était la Russie à cette époque-là, ou pas? Thomas, que c'est plus compliqué que ça, parce que d'une part, je ne sais pas si ce test a été vraiment approuvé par la haute direction et qui voulait prouver quoi exactement. Je pense qu'en premier lieu, un groupe, y compris le directeur de la centrale, voulait probablement avoir des primes pour avoir mené une bonne expérience, et cette expérience, 2 fois déjà, n'a pas marché là-bas. Et donc c'était une troisième tentative, et là il pensait que ce serait la bonne, et si ça avait été couronné de succès, et ça aurait en effet permis peut-être de mieux vendre les réacteurs de ce type RBMK, qui en soi sont des réacteurs dangereux. Donc c'était une initiative venant de ce groupe dans la direction de la centrale, qui a été approuvée ou même pas entièrement approuvée par un ministère. C'était pas à un niveau très élevé. Et donc, je pense que ça montre surtout qu'il n'y avait pas assez de sécurité tout court. Et vous vous souvenez, dans la série, quand l'accident est sur le point de se produire, c'est-à-dire le réacteur est sur le point de s'emballer, ils cherchent frénétiquement, les techniciens qui sont là, les ingénieurs. Le bouton qui stoppe tout. Non, pas seulement. Ils cherchent les instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Et donc, il y a une scène absolument dramatique quand ils regardent le manuel, si l'on peut dire, et on voit qu'il y a plein de lignes rayées, pour simplifier. Et alors, ils ne savent pas, est-ce qu'ils doivent prendre en compte les lignes rayées ou ils ne doivent pas prendre en compte les lignes rayées. Donc le problème de ce régime, c'était le secret absolu qui entourait les centrales, qui entourait tout ce qui a trait au nucléaire. Et il faut aussi peut-être pointer du doigt une chose très importante, tout le nucléaire civil était aussi lié au nucléaire militaire. Et les centrales pouvaient servir, et probablement servaient aussi à la production du plutonium militaire. Et donc c'était la chape du secret, et dans ce secret, l'information ne passait pas. Les gens d'une centrale ne savaient même pas qu'il y a eu des accidents, et il y avait eu plein d'accidents. Et ils ne savaient même pas, les uns, ce qui se passait chez les autres. L'information ne circulait pas. Et vous savez, j'ai publié dans le dernier livre où je suis co-auteur. Tchernobyl, vive pensée figurée. Voilà. J'ai publié le témoignage d'une biologiste qui avait travaillé dans un centre très important de l'industrie nucléaire, à l'usine chimique de Mayak, qui se trouve à l'Oural, dans l'Oural.
Et elle était biologiste qui étudiait les conséquences d'un autre accident nucléaire, en soi assez grave. Mais à l'époque, en 1957, ça a été passé totalement sous silence. Et ils avaient des recommandations très élaborées, comment se comporter en cas d'accident nucléaire, d'une fuite de matière radioactive. Eh bien, elle a été envoyée à Tchernobyl à la fin de 1986, mais personne là-bas n'était au courant de ce qu'ils avaient élaboré comme mesure de ce qu'on peut appeler liquidation des conséquences. Thomas Johnson, vous y êtes aussi retourné à plusieurs reprises. Vous avez réalisé ce reportage, ce documentaire en 2006, donc soit 20 ans après. Ça a été compliqué d'obtenir. Vous avez le témoignage de Mikhail Gorbatchev, on l'a évoqué. Comment vous avez pu réaliser ce documentaire ? Alors il faut dire que 20 ans après, la bataille de Tchernobyl, que je raconte dans le film, n'avait pas été encore racontée, en tout cas comme telle. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore raconté cet événement où 600, 700, 800 000 personnes, ça dépend des chiffres, sont allées à Tchernobyl pour essayer de contrôler ce qu'ils appellent là-bas l'ennemi invisible, pour pas qu'il parte ou pour empêcher une seconde explosion qui aurait pu être beaucoup plus grave même au niveau européen. Oui, c'est ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'on a envoyé à la mort consciencieusement, avec conscience, avec conscience, 800 000 personnes qui n'étaient pas au courant, qu'ils allaient dans une zone qui allait les tuer. Alors ça, c'est assez compliqué, conscient ou pas, qui était conscient de quoi. C'est la première fois, enfin, c'est pas tout à fait la première fois qu'il y a eu un accident de cette ampleur, mais personne ne s'y attendait à ce point-là. Personne n'était préparé réellement à ça, et les chiffres arrivaient. Tout le monde, ça c'est le propre effectivement du système soviétique, c'est que tout le monde cachait la réalité pour pas, on minimisait, et donc du coup il n'y avait pas une conscience réelle de ce qui est en train de se passer. Gorbatchev, il le dit d'ailleurs à un moment dans le film, il a dit j'ai envoyé moi-même le KGB regarder pour voir ce qui se passe. Donc l'histoire de Legasov qu'il a envoyé personnellement aussi pour comprendre ce qui se passait, c'était vraiment ça. Donc il y avait déjà dès le début une espèce d'omerta. Oui, mais à un moment vous dites que si ces hommes n'éteignaient pas en fait le magma qui continuait à fondre, c'était une autre bombe nucléaire qui allait rayer les villes alentours. Ce qu'il fallait faire, c'était contrôler le magma qui était à l'intérieur, le corium qui était en ébullition, et l'empêcher d'arriver à la nappe phréatique, à l'eau qui était en dessous, et provoquer une bombe de type hydrogène, une bombe atomique, quoi. Donc c'était ça la peur de certaines personnes, dont Nesterenko, qui était un grand scientifique, qui est allé sur place, et qui est mort depuis d'ailleurs, qui est dans le film, qui est allé sur place pour dire attention, là on est en train de courir dans... Donc là effectivement ils ont envoyé, on le voit dans la série, on le voit aussi dans le film, des mineurs pour passer en dessous du corium, en dessous du réacteur éventré, qui est l'endroit le plus radioactif, pour construire une nappe, pour construire un tunnel, et ensuite couler une dalle en béton pour empêcher le corium, c'est-à-dire les matériaux nucléaires, de s'enfoncer dans le sol, quoi. Donc ça, c'était effectivement... Alors, est-ce qu'ils le savaient ou pas ? Oui, ils savaient que c'est dangereux. Oui, au bout d'un moment, les gens, ils comprennent. Ils ont compris. Oui. Aujourd'hui, il y a une partie du sarcophage qui est en train de se fissurer. Quelles sont les rides ? Non, c'est pas ça, Madame Ackerman ? Non, ce qui est en train de se passer, c'est que l'ancien sarcophage s'est fissuré depuis un moment déjà. Donc, on a créé un nouveau sarcophage, on peut dire. Et ce qui se produit actuellement, et c'est ce qui est peut-être potentiellement très dangereux, c'est que au sein, à l'intérieur donc de ces deux sarcophages l'un par-dessus de l'autre, il y a de nouveau une réaction nucléaire. Ça chauffe. Ah bon ? Oui, ça a été publié. Hein. Et donc, on ne sait pas, parce que là, les évaluations varient beaucoup, mais on n'est pas encore à l'abri du danger, là. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle explosion de Tchernobyl ? Je ne sais pas s'il peut y avoir une nouvelle explosion. Est-ce que des mesures seront prises à temps ? Est-ce que les mesures peuvent être prises ? Vous savez, en fait, le nouveau sarcophage, il a été fait pour durer 100 ans. Pendant ces 100 ans, théoriquement, on doit trouver les moyens de sortir tous ces débris nucléaires, toujours radioactifs,
pour trouver une solution durable, les enterrer peut-être à la profondeur de 2 ou 3 kilomètres. Mais si ça chauffe, j'ai un peu les doutes qu'on puisse le faire. Et puis, vous savez, on dit aussi que l'enfouissement des déchets, et ça concerne pas que Tchernobyl. Pas que Tchernobyl, voilà, c'est-à-dire l'introduction de matières fissiles très profondément dans la terre, on ne connaît pas. On ne sait pas les conséquences. On ne sait pas les conséquences. Et je vous rappelle aussi à cette occasion qu'à Tchernobyl, à la centrale de Tchernobyl, il y a eu 4 réacteurs. Un a été détruit, on le sait. Mais 3 autres, ils ont repris le service. Ensuite, ils ont été graduellement arrêtés. Maintenant, il n'y a aucun réacteur actif. Mais la matière est là. La matière est là, exactement. Elle est dans des bassines. Mais ils ne savent pas quoi en faire. Je suis désolée, c'est terminé, c'est dommage, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Mais regardez la série, il y a un auditeur qui me dit il y a la version Luther française sur TF1, très mauvaise critique, donc je vous conseille vraiment de regarder M6 ce soir, c'est sans comparaison. C'est une série événement, vraiment, de Tchernobyl, si vous ne l'avez pas vu. Et puis surtout, en plus, le documentaire à 23h20, la bataille de Tchernobyl. Ne manquez pas ce documentaire qui a été récompensé, Thomas Johnson, par une dizaine de prix. Franchement, regardez cette série, faites-moi confiance. Vous me direz demain, Gilles, qui avait des doutes, vous serez pris par cette série. Merci à tous les deux. Non, c'est notre auditeur.